Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le journal de 19 h de Public Sénat. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce lundi. Spanghero, au cœur du scandale de la viande de cheval, pourra reprendre une partie de son activité. Soulagement chez les 340 salariés. Le père nantais est redescendu il y a quelques instants de sa grue. Christiane Taubira a reçu les associations qui militent pour le droit de garde au père. Face à face à suivre sur ce plateau, Olivier Bessida de SOS Papa et puis Patrick Jean, réalisateur de La Domination masculine. Messieurs, merci d'être avec nous ce soir. Vous avez des choses à vous dire? Jean-Marc Ayrault défend non l'austérité, mais dit-il la gestion rigoureuse des finances publiques. Faut-il plafonner ou imposer les allocations familiales? Débat ouvert dans le 19 h avec notamment l'UMP Philippe Dallier, l'économiste Henri Sterdignac et 2 représentants d'associations familiales. La décision donc n'aura pas traîné au nom de l'emploi. L'entreprise Spanghero de Castelnaudary dans l'Aude va pouvoir reprendre une partie de ses activités avant même d'être reçue par les ministres concernés par la tromperie sur la viande de cheval. Eh bien, les salariés ont été rassurés. L'agrément sanitaire a été partiellement rétabli. Explication de Faustine Saint-Geniès. Le soulagement et l'espoir ce soir pour les 300 salariés de Spanghero. L'entreprise peut reprendre une partie de ses activités après plusieurs jours à l'arrêt. C'est ce qu'a annoncé cet après-midi le ministre de l'Agriculture. Stéphane Le Foll a décidé de lever la suspension des agréments sanitaires relatifs aux activités de production de viande hachée, de saucisserie, d'élaboration de plats cuisinés et de découpe de viande des établissements Spanghero. En revanche, le stockage de viande congelée reste interdit pour l'entreprise au cœur du scandale du cheval, faussement estampillé bœuf. Quoi qu'il en coûte, ça sera sur des bases claires, sur des contrôles faits, qu'on donnera ou pas, ou qu'on renouvellera ou pas les agréments. Le ministre a donc choisi de privilégier l'emploi, mais nie toute pression sociale. Stéphane Le Foll reçoit en ce moment même les représentants des salariés de Spanghero pour faire le point sur la situation et préparer avec eux les conditions du redémarrage. La réforme de la Constitution mal engagée en raison de l'opposition de la droite et du centre. La majorité des 3/5 est impossible à trouver sur l'évolution du statut du chef de l'État, la réforme de la Cour de justice de la République ou encore le droit de vote des étrangers aux élections locales. Il manque quelques dizaines de voix de parlementaires, reconnaît le porte-parole du PS, David Assouline. Le père de Nantes est donc redescendu il y a quelques instants de sa grue, estimant, comme il l'a dit, avoir fait son boulot. Cet homme de 42 ans réclame un droit de visite auprès de son fils qui lui avait été retiré après une condamnation. La ministre de la Justice, Christiane Taubira, a reçu aujourd'hui les associations de défense des droits des pères. Le point ce soir avec Flora Sauvage. Ils ont fait parler d'eux tout le week-end. Cet après-midi, la garde des Sceaux, Christiane Taubira et Dominique Bertinotti, la ministre de la Famille, ont voulu entendre les revendications des pères divorcés. Il y a des sujets qui semblent relever de la façon dont l'institution judiciaire, à leur sens, prononce les décisions. Et puis, il y a d'autres sujets qui relèvent davantage d'une sensibilisation générale. Ces pères séparés remettent en cause les décisions de justice, car dans la grande majorité des cas de divorce, les juges aux affaires familiales accordent la garde des enfants à la mère. On dit que 75% des enfants sont confiés exclusivement à leur mère, mais il faut savoir que dans 80% des cas, les parents sont d'accord sur les conditions de résidence de l'enfant et de droit de visite, d'exercice des droits, etc. Donc on a 20% où on a effectivement du conflit, et c'est sur ces 20% de situations-là que c'est difficile. Et dans les cas difficiles, il reste la médiation familiale, un outil plébiscité par les professionnels. La médiation n'est pas obligatoire, elle est obligatoire dans certains pays, le Canada par exemple. On commence les procédures de divorce nécessairement avec une médiation. Ça pourrait peut-être être une piste importante parce que là, les deux parents pourraient davantage envisager les mesures concernant leurs enfants. D'après le ministère de la Justice, seuls 4 à 8% des divorces font l'objet d'une médiation. Avec nous, donc, Olivier Bessida, bonsoir, de SOS Papa. Merci d'être avec nous. Vous connaissez cet homme de Nantes? Je les connais tous les deux, oui. Nicolas Moreno, et Serge Charnet, j'aurais parlé ce matin d'ailleurs.
par téléphone. D'accord. Et avec nous, et j'ai envie de dire, face à nous, on va le voir, Patrick Jean, qui est réalisateur de La Domination masculine, un film qui est sorti il y a quelques années maintenant, et vous avez votre lecture de ce coup d'éclat médiatique de ce père nantais. Vous allez pouvoir l'exposer dans un instant. D'abord, Monsieur Bessida, est-ce que vous êtes satisfait des conséquences de ce coup d'éclat de votre ami nantais? Satisfait, je trouve que c'est quand même dommage qu'un père en soit amené à grimper au sommet d'une grue pour pouvoir se faire entendre de la justice. C'est certain qu'il aurait été préférable que dès le début, il y ait une résidence alternée qui soit implantée de base, ce qui aurait permis d'éviter qu'il se retrouve dans une situation aussi dramatique, à faire des soustractions d'enfants et à retirer, à partir un mois avec son enfant parce qu'il ne le voyait quasiment pas. C'est la question que j'allais vous poser, parce que est-ce que c'était le meilleur avocat de votre cause? Tout le monde, bien sûr, comprend qu'il y ait des papas en souffrance quand ils sont coupés de leur enfant. Mais dans le cas précis, cet homme, effectivement, a un passé lourd, trouble même. Trouble, c'est relatif. Vous savez, tous les pères sont attachés à leurs enfants. Donc, quand un père est retiré, quand on lui retire la garde de ses enfants... Mais de là à les soustraire ou bien être poursuivi pour violence. Oui, mais il faut bien comprendre que la violence arrive bien souvent graduellement. Elle n'arrive jamais ex abrupto un beau jour de printemps. Ce n'est pas la faute de l'homme qui a commis ces violences. Vous le dédouanez en quelque sorte. Je dédouane pas. Ce que je précise, c'est qu'il y a une situation qui, bien souvent, pousse au crime un certain nombre de pères. Alors donc la leçon de tout ça, en tous les cas, c'est que les ministres concernés à la fois de la justice et de la famille mettent en avant la solution de la médiation. On va pouvoir en parler, la médiation qui est sous-utilisée, nous dit-on, dans les affaires familiales dans notre pays. Patrick Jean, d'abord, sur le cas nantais, qu'est-ce que vous avez à dire et qu'est-ce qui vous a interpellé dans la démarche de cet homme? Alors ce que j'ai à dire, c'est que je l'attendais depuis quelques années. Ce qu'il faut dire, c'est que j'ai moi-même infiltré des mouvements qu'on appelle masculinistes, qui sont des mouvements plutôt violents, très réactionnaires, homophobes, pour le dire en une phrase, qui espèrent renvoyer les femmes à leur cuisine et rendre le pouvoir aux hommes tel qu'il l'était, et dans un passé fantasmé, mais aussi réel. Une infiltration, mais où ça? Pas dans notre pays, pas en France. Alors c'était au Québec. Au Québec, à l'époque, ils faisaient les mêmes actions, c'était sur des ponts, et ils m'expliquaient, parce qu'ils me prenaient pour un de leurs militants, ils m'expliquaient comment ils donnaient des cours d'une certaine manière à distance aux Français, aux Belges, aux Suisses, aux Espagnols, pour reproduire la même chose. Il faut savoir que la question des pères, ce n'est qu'une vitrine. Ce n'est qu'une vitrine présentable de ce mouvement masculiniste qui a, l'association de monsieur, par exemple, a manifesté il n'y a pas longtemps contre le mariage pour tous. J'invite les gens à aller voir les sites de ces gens-là, de Father for Justice, de SOS Papa, etc., pour voir ce qu'on peut y lire. Et donc ce n'est qu'une vitrine présentable parce qu'il me disait au Québec, on a commis des erreurs. Nous, on a fait des actions un peu fortes, un peu violentes. Certains sont très violents. On enseigne aux autres à faire des actions qui vont faire pleurer dans les chaumières. Vous nous dites en fait que l'association française, SOS Papa, n'est pas celle que l'on croit. Ah, pas du tout, ce n'est qu'une vitrine présentable, bien entendu. Ça, en tant que pseudo-militant parmi ces gens-là, ils me l'ont expliqué. Parce que vous vous êtes infiltré, absolument. Au Québec. Mais là, nous sommes en France. Mais ils étaient en communication, je le voyais, tous les jours, avec des Français, avec des Belges, avec des Suisses, bien entendu. Ce sont des gens qui ont une militance politique pour revenir en arrière en disant le féminisme a détruit la société, l'homosexualité détruit la société, et donc il faut la reconstruire telle qu'elle était avant, c'est-à-dire avec l'homme qui est dans la famille, le père de famille. Si vous allez sur le site de la domination masculine, il y a plein d'interviews où ils le disent eux-mêmes en tout cas. Alors là, ce sont des accusations graves, monsieur Bessida. On change totalement de sujet, j'ai envie de dire. Mais le sujet n'est pas celui qu'on nous montre dans les médias. Le sujet n'est pas celui qu'on nous montre en haut de la grue. Monsieur Bessida. C'est bien étrange. En haut de la grue, c'est un délinquant qui a enlevé 2 fois un enfant, dont une fois avec violence, il faut le rappeler quand même. Je l'ai rappelé. Et qui s'étonne que la justice ne lui remette pas son enfant. Parce qu'il peut voir son enfant, contrairement à ce qu'il dit. Il y a une décision de justice qui a été rendue. Il peut voir son enfant, mais en présence de tiers. C'est-à-dire on ne peut pas lui remettre son enfant à lui seul, parce que 2 fois il l'a enlevé. Donc on se dit, il l'a enlevé 2 fois, il va l'enlever une 3e fois. On écoute? Bien sûr. On l'écoute. Alors, monsieur, qu'est-ce que vous répondez, monsieur Bessida? Alors, moi, j'ai une vision, j'ai certainement pas la vision d'entomologiste de monsieur Patrick Jean, qui consiste à mettre dans des petites boîtes les papas soit dans une case masculiniste, soit dans une case féministe, parce que certains nous prétendent être masculinistes, d'autres prétendent que l'on est féministe. Ce que vous êtes.
Donc on est une association de pères qui date de 90, qui rassemble 15 000 pères, et nous nous battons exclusivement pour la coparentalité, c'est-à-dire pour que le droit des pères et des mères soit reconnu à part égale devant la justice. Je peux poser une question, monsieur. Allez-y. Qu'est-ce que vous pensez du syndrome d'aliénation parentale, le SAP? Le syndrome d'aliénation parentale, écoutez, le syndrome d'aliénation parentale, dans certains cas, ça peut exister, mais c'est-à-dire quand un papa... Le syndrome d'aliénation parentale est un concept inventé et vulgarisé par les masculinistes. Ça consiste à dire que dans les familles, quand il y a un divorce, les femmes ont tendance très lourdement à dénoncer des pseudo-violences de mari conjugal qui n'existeraient pas évidemment, voire des violences sexuelles sur les enfants qui n'existeraient pas évidemment, tout ça pour évincer les pères des familles. Le syndrome d'aliénation parentale a été inventé par un pro-pédophile américain qui s'appelle Gardner, qui disait « Soyez fiers d'être pédophile ». Si vous allez sur les sites masculinistes, si vous allez sur la plupart des sites de défense des pères, vous allez voir en toutes lettres « syndrome d'aliénation parentale » sur toutes les pages. C'est un concept pédophile. Écoutez, moi je ne fais pas partie de votre syndrome d'empapaoutage massif vis-à-vis du syndrome d'aliénation parentale, dans la mesure où le syndrome d'aliénation parentale, parfois il peut exister, parfois il n'existe pas. C'est un concept fumeux inventé par un pédophile qui a été assassiné par son fils. Vous voyez un peu l'ambiance. On n'en parle pas sur votre site? Sur les sites de SOS Papa, on parle pas de SAP? Il y a l'association Akalpa qui défend le SAP. Oui, c'est bien ce que je dis. Mais c'est pas le cœur central de notre propos. Nous, notre propos... Est-ce que vous menez en fait plusieurs combats, outre le propos que vous avez rappelé à l'instant, pour le droit de garde des pères? Le droit de la résidence alternée pour les enfants, pour qu'ils soient attribués de base. C'est pas toujours la meilleure solution, hein, disent les psychologues. Oui, mais les psychologues, il faut pas tout le temps entendre les psychologues. Les psychologues, il faut bien comprendre qu'il y a un grand nombre de psychologues qui racontent tout ce que... Je suis moi-même en garde alternée, je suis papa, on est séparés, on est en garde 50-50 avec sa maman. Donc je suis pas du tout contre cette solution-là. La question, c'est que dans la plupart des cas, il n'y a pas de problème en France. Il n'y a pas de problème pour les pères. Oui, on l'a vu dans le sujet. La plupart du temps, il y a aussi des situations... On parle des mariages. Moi, je n'étais pas marié. Ça veut dire que je n'entre dans aucune statistique. Ça veut dire que c'est plus entre 80 et 90%. On ne sait pas en fait, parce que les gens non mariés, on ne sait pas combien ils sont, qui se séparent et qui ont des gardes à l'amiable. On est 90%. Il faut circuler, il n'y a pas de problème pour certains papas. Alors si, pour certains. Pour certains quand mais même. Pour certains papas, il y a évidemment des problèmes qui pourraient nier. Mais il n'y a pas de problème systémique, il n'y a pas de problème de société sur ce fait-là. Ce n'est qu'une vitrine pour ensuite venir, il me l'a dit en toutes lettres, c'est très clair, pour venir ensuite avec d'autres idées sur les hommes battus par exemple. Proche de ce monsieur, j'en ai des photos avec des preuves, il y a des gens qui se battent pour faire passer le concept d'homme battu, c'est-à-dire que dans notre société, il y aurait des milliers d'hommes qui seraient physiquement battus par leurs femmes. La violence conjugale, en fait, ce serait 50-50, les hommes, les femmes, etc. Donc c'est toujours pour déconstruire le discours qui consiste à dire il y a une injustice vis-à-vis des femmes et il faut aller vers l'égalité. Parce qu'on voudrait l'entendre plus. Il y a eu des statistiques qui ont été faites l'an dernier qui révèlent qu'il y aurait une enquête de victimisation qui révèle qu'il y aurait 136 000 hommes victimes de violences conjugales face à 380 000 femmes qui s'expriment, qui prétendent être victimes de violences conjugales. Il n'y aurait que 4% des hommes victimes de violences conjugales qui déposeraient plainte. Et comme vous le savez bien, quand 130 femmes meurent sous les coups de leur mari, dans le même temps, il y a 30 hommes qui meurent sous le coup de leur femme. Et bien souvent, les hommes victimes de violences conjugales, sachez monsieur que j'ai moi-même été étranglé par mon ex-compagne, que par la suite mon ex-compagne a tenté d'assassiner mon fils en l'étranglant, que les hommes qui sont victimes de violences conjugales, j'en rencontre régulièrement. Je connais des papas qui ont reçu des coups de fer à repasser chaud, des coups qui ont reçu des tables à repasser dans la figure, des coups de matraque électrique, des coups de basse de baseball, des coups de couteau. On va pas passer tout en revue comme ça. Et c'est une réalité, monsieur. C'est la réalité aujourd'hui. Et là, c'est systémique. On est, à cause de ces idées véhiculées par ces messieurs, notamment le SAP, syndrome d'aliénation parentale, on se retrouve de plus en plus avec des femmes qui dénoncent les violences sexuelles de pédophiles d'un conjoint ou d'un ex-conjoint sur leurs enfants, et on sait que malheureusement c'est un phénomène d'ampleur, qui se retrouvent elles-mêmes jugées pour dénonciation calomnieuse au nom de ce SAP. On dit mais c'est un SAP, c'est un syndrome d'aliénation parentale, c'est elle qui ment, c'est elle qui invente. Alors, et ça, c'est un problème de société. Pour conclure, je vais citer l'avocat de la mère de cet homme de Nantes qui dit que si ce père qui s'estime lésé aujourd'hui est donc séparé de son enfant, c'est à cause de son comportement et qu'il est le seul responsable de la dégradation de ses droits parentaux.
Vous contestez cette vision des chiffres? Moi, je ne connais pas tout son dossier. Je connais pas tout son dossier. Hein. Il a été exposé ce week-end. Oui, il a été exposé ce week-end par un communiqué AFP, mais c'est pas tout un dossier. Ce qui est très étonnant, c'est qu'aujourd'hui, quand un jeune des banlieues vole une mobilette, on est en prison. Quand un délinquant monte sur une grue, il est reçu sur l'association, est reçu par des ministres. Bah, ça donnera, à mon avis, des idées à beaucoup de gens. Voilà. En tous les cas, j'espère que ce débat aura permis quand même d'éclairer certaines zones d'ombre dans cette affaire qui occupe le devant de la scène médiatique depuis le début de ce week-end. Merci en tous les cas de cet échange tous les deux. Merci beaucoup. La question du nouvelobs.com aujourd'hui à propos de la garde des enfants, est-ce que vous estimez que les pères sont lésés? Vous avez répondu oui à 78%. Non, à 14%, mais peut-être qu'après cet échange, la proportion pourrait s'inverser, je ne sais pas. Merci en tous les cas encore une fois. Tout autre sujet maintenant, la rigueur, l'austérité. L'austérité, ce dernier mot est rejeté d'ailleurs par Jean-Marc Ayrault pour le Premier ministre. Il n'y a pas d'austérité, mais une gestion rigoureuse des finances publiques. Il l'a dit aujourd'hui, le gouvernement, on le sait, est à la recherche d'économies. Des tensions sont déjà perceptibles avec certains ministres, comme Delphine Batho ou Cécile Duflot. Pour les Français, des efforts supplémentaires sont à craindre. Retraités, familles percevant les allocations familiales doivent s'attendre à participer à l'effort. Nathalie Guillouard. 50 milliards d'euros à trouver en 5 ans. Il y a donc urgence du côté de l'exécutif. Des lettres de cadrage vont être envoyées dès cette semaine à chaque ministère par Jérôme Cahuzac, 6 semaines plus tôt que les autres années. Car eux aussi sont concernés, n'en déplaise à certains, tous devront participer à l'effort. Chaque ministère doit donc auditionner quelques-unes de ses politiques d'intervention afin de réduire ses dépenses de fonctionnement et de personnel. Les premières touchées de cette politique sont les collectivités locales. Leurs dotations vont être réduites, ce qui représente 3 milliards d'économies en 2 ans, soit 2 fois plus que prévu. Autre dossier sensible, les allocations familiales. Un sujet tabou et pourtant la Cour des comptes propose de soumettre les allocations familiales à l'impôt ou bien encore de les baisser. Une fiscalisation est donc possible. Pierre Moscovici attend les conclusions d'un rapport d'experts. Et une piste est toujours à l'étude, celle des retraites. Il manque toujours 25 milliards d'euros dans les caisses de l'État. Il faudra donc augmenter les cotisations, baisser les pensions ou bien allonger la durée d'activité. Rien n'est encore acté. Un comité de sages se réunit à la fin du mois pour de nouvelles préconisations. Toutes les pistes sont donc mises sur la table. L'objectif d'un déficit zéro en 2017 est en jeu. Voilà, plus de 2,5 milliards de déficit pour la branche famille de la sécurité sociale. Là aussi, il faut essayer de rattraper ce déficit avec nous donc pour en débattre, notamment des allocations familiales. Le sénateur UMP Philippe Dallier, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. L'économiste de l'OFCE, Henri Sterdignac, bonsoir. Aminata Koné, bonsoir. Vous êtes de la Confédération syndicale des familles. Et Bernard Tepper est également avec nous de l'Union des familles laïques. Vous avez tous des points de vue un peu différents sur cette question des allocations familiales. Alors là, c'est un sujet difficile pour la droite comme pour la gauche. Dès qu'il est abordé, généralement, ça crée des tumultes. Alors, Philippe Dallier, d'abord, vous êtes sur quelle ligne? Est-ce qu'on peut envisager dans notre pays de moins donner aux familles riches ou de fiscaliser une partie des allocations familiales? Moi, j'ai envie de dire qu'on peut discuter de tout. D'ailleurs, Didier Migaud, au nom de la Cour des comptes, depuis un certain nombre d'années, pose la question. Ceci étant dit, alors, pourquoi est-ce qu'il pose la question? Parce qu'on sait bien que la situation du pays est extrêmement difficile. La croissance en 2013 ne sera pas celle qui nous a été annoncée, donc le gouvernement va devoir trouver des économies supplémentaires. Donc toute la question est effectivement de savoir où on les trouve. S'attaquer, entre guillemets, aux allocations familiales, c'est vrai que c'est quand même un sujet extrêmement compliqué. Et il ne faudrait pas, une nouvelle fois, même si je considère qu'on peut en discuter, que ce soit les classes moyennes qui soient mises à contribution. Ceci étant dit, au-delà d'un certain niveau de salaire, en fonction de la composition de la famille, je pense qu'on peut regarder. Mais si l'objectif, c'est de trouver 2 à 3 milliards, ou plus peut-être, tout en taxant à nouveau les classes moyennes qui ont été surtaxées dans la période récente, je pense que ça serait absolument pas acceptable. Très bien. Alors, Aminata Koné, qu'en pensez-vous? Eh bien, moi, je suis dans l'idée de dire que on ne peut pas toujours regarder dans le même sens, du même côté. Voilà, j'ai conscience qu'il faut de l'argent à l'État. Simplement, j'aimerais souligner que le déficit de la branche famille n'a pas été créé par les familles. Ces déficits a bien été construit au fil du temps par l'État qui a piqué dans la caisse, qui était excédentaire. 3 milliards aujourd'hui. Si l'État n'avait pas piqué dans la caisse, je pense que
Non, mais je dis ça comme ça parce qu'après, ce sont les familles qui sont posées. On veut rendre une partie de la population dans la caisse pour faire quoi? La majoration des retraites. L'État a pris l'argent à la branche famille pour reverser à la branche retraite. Monsieur Tardegnac, vous nous expliquez un peu ce petit jeu, ce tour de passe-passe voilà, il n'y a aucun problème. On a volé 9 milliards aux familles, 9 milliards qu'on a pris à la Caisse nationale des allocations familiales, et ces 9 milliards servent à financer les retraites. C'est quand même, lorsqu'on dit qu'il y a un déficit... Ça ne suffit pas, parce que pour les retraites aussi, on a un déficit énorme. Je veux dire, le problème, c'est que les majorations de retraite données aux personnes qui ont élevé jadis des enfants sont maintenant payées par la CNAV, donc 9 milliards de prix comme ça. En raison de la crise, les recettes de la CNAV ont baissé. Oui. L'impact de la crise sur les recettes de la CNAV, c'est 2,5 milliards. Donc, il n'y a aucun mystère. Il n'y a aucune raison de prendre de l'argent aux familles. Mais Madame Connet, j'imagine que vous défendez par ailleurs ce qu'on appelle l'universalité de ces allocations familiales. C'est-à-dire qu'ils doivent aller à toutes les familles sans distinction, puisque c'est pour les enfants. Nous considérons que la politique familiale ne peut pas être considérée comme une charge. C'est un investissement pour les familles, pour les enfants, parce que les familles contribuent aussi à la compétitivité, on le dit assez souvent. C'est quand même elles qui font des enfants, et puis que ces enfants sont les futurs acteurs économiques. Voilà. Tout se tient. Nous sommes pour l'universalité parce que nous considérons que cette politique familiale est orientée justement envers les familles. C'est l'effort de l'État qui reconnaît l'ensemble des enfants de la nation. Que l'État doit supporter pour toutes les familles, quel que soit leur niveau de vie? Pour nous, oui. C'est l'enfant qui donne droit à cette prestation familiale. Et je vous rappelle que les allocations familiales est la seule qui est versée aux familles sans condition de ressources et qui n'est pas fiscalisée. Et nous sommes pour maintenir cela à l'État. Monsieur Tepper, votre avis n'est pas tout à fait le même. Vous êtes prêt, vous, à certains ajustements sur la façon dont ces allocations sont distribuées aux familles? Oui, mais attendez. Je ne parle pas de la redistribution de l'argent qu'on pourrait économiser. Ça, c'est un autre point. Mais disons que nous sommes très attachés à la sécurité sociale de 1945. C'est-à-dire, premièrement, nous sommes attachés à l'universalité des droits. Donc, nous sommes hostiles à la mise sous condition de ressources des allocations familiales, parce que c'est une allocation. Ah, bon. D'accord. Ça, c'est la première chose. Oui. La deuxième chose, c'est que s'il y a déficit de la branche famille, ce que nous disons, comme tous ceux qui sont autour de la table. 2,6 milliards. Nous disons deux choses. La première, je partage ce qu'a dit Henri Sterdignac. C'est-à-dire qu'on a pris dans la branche famille pour la branche retraite. Mais pas seulement. Il y a une autre chose, c'est qu'il y a un impensé dans tous ceux qui proposent en fait la fiscalisation des allocations familiales. L'impensé, c'est que la répartition des richesses ne doit pas changer. Voilà. Et ce qui se passe depuis une trentaine d'années, c'est qu'il y a ce que les économistes appellent une déformation du partage de la valeur ajoutée, une modification de la répartition des richesses, qui fait que sur 30 ans, il y a un écart de 9,3 points de PIB. Alors attendez, j'ai pas bien compris. Alors, vous nous dites quoi que les inégalités sont creusées dans les familles ou pas? Si la répartition des richesses entre d'un côté les salaires et les prestations sociales, de l'autre côté les profits, était identique à ce qui se passait il y a une trentaine d'années, nous aurions du côté des salaires et des prestations sociales 9,3 points de PIB en plus, soit, c'est très facile, un enfant de CM2 est capable de le calculer quand il sait que le PIB France est de 2000 milliards d'euros. Bon, vous nous dites que les allocations familiales, la politique familiale et même sociale de notre pays n'est pas trop généreuse. Au contraire, vous pensez le contraire. C'est grâce à cette politique familiale qu'on a un indice conjoncturel de fécondité qui est le deuxième en Europe.
plus de D'accord. plus de 2 enfants par femme, alors qu'en Allemagne, ils sont dans une position extrêmement difficile parce qu'ils sont à 1,4. Philippe Dallier. Écoutez, je peux partager une partie de ce que vous dites. Seulement, ce que démontre cette affaire, c'est que depuis un certain nombre d'années, l'État a fait, excusez-moi du terme, les fonds de tiroir pour effectivement colmater les brèches ici ou là. Et il est vrai qu'on a pris dans la branche famille parce qu'il y avait un problème avec les retraites. Donc je pense qu'on peut effectivement, ponctuellement, discuter de telle ou telle mesure qui vise à nouveau à colmater les brèches. Moi, ce que j'aimerais, c'est que le gouvernement annonce les choses dans son ensemble et que nous regardions où est-ce qu'il y a des efforts à faire. On sait... La certitude, c'est que pour l'an prochain, il faut trouver au minimum 10 milliards d'euros, si ce n'est 15 milliards d'euros. Et qu'aujourd'hui, on ne sait pas quel est l'objectif. Enfin, l'objectif, il est là, mais quelle est la manière dont l'État va s'y prendre. Les lettres de cadrage sont parties au ministre. On ne sait pas ce qui va en être. En tous les cas, dès cette semaine, ça semble être la politique de Grébouille. Le Premier ministre réunit tous les ministres à déjeuner mercredi. Alors, en tous les cas, ce sujet, on va rester sur les allocations familiales. C'est très délicat. Un petit rappel historique tout de suite. Lionel Jospin, Premier ministre, s'était cassé les dents sur ces allocations en les plaçant sous conditions de ressources. On se souvient qu'à l'époque, ça n'avait pas duré longtemps. Camilla Campusano. Un tollé qui fait plier le gouvernement. Nous sommes en juin 1997. La réforme des allocations familiales vient d'être annoncée il y a quelques jours par Lionel Jospin. Et déjà, la température grimpe à l'Assemblée nationale. Au-delà du choc qu'a entraîné le courage d'une mesure qui n'a pas été prise depuis des années, une mesure qui aujourd'hui montre que la ligne que nous prenons est une ligne de solidarité. Martine Aubry est le fer de lance de cette mesure. Une réforme qui établit des conditions de revenus pour toucher les allocations familiales. Près de 8% des Français de classe moyenne et aisée sont concernés. Une décision injuste pour certaines associations familiales. Presque un an de pression et le gouvernement cède. Lionel Jospin joue la carte de la famille. Volte-face, il renonce à la mise sous condition des allocations. Le Premier ministre ne parle pas d'échec. Il dit tout simplement avoir entendu les protestations des Français. La conviction, ça n'est pas forcément ne jamais changer. Il faut vous habituer à une tentative de gouvernement plus moderne et démocratique. Un scénario que le gouvernement actuel refuse de reproduire. En tous les cas, le gouvernement actuel attend un rapport d'experts pour trancher, M. Serdignac, mais quand on entend les ministres, ils parlent d'un souci de solidarité, de justice sociale, d'efficacité. La Cour des comptes, elle, dit qu'il faut s'attaquer aux niches sociales. Il y a plusieurs problèmes. D'un côté, on est en situation de récession en France, dans la zone euro. Et donc se dire constamment, tous les 3 mois, on va encore réduire les dépenses, on va encore réduire les dépenses sociales, ça contribue à plonger toute la zone euro et la France dans la récession. Donc du point de vue économique, c'est tout à fait ridicule. Est-ce qu'on peut calculer d'ores et déjà combien, par exemple, de Français deviendraient imposables si on fiscalisait les allocations? Deuxièmement, actuellement, le montant des allocations familiales est extrêmement bas. Il faut rappeler que c'est 64 € par enfant pour une famille à 2 enfants, sachant que en moyenne, le coût d'un enfant, c'est de l'ordre de 300 €. Donc la question, ça serait plutôt d'augmenter les allocations familiales. Actuellement, il y a beaucoup d'enfants qui sont pauvres. Donc il faudrait aider plus les enfants et pas les aider moins. Il faut savoir aussi que depuis 1984, les allocations familiales n'ont eu aucun gain en pouvoir d'achat depuis 1984. Donc la grande question, c'est il faut plus pour les enfants et pas moins. Monsieur Dallier, d'un mot, est-ce que vous souhaitez bon courage au gouvernement s'il ouvre ce dossier? Je souhaite bon courage au gouvernement et bon courage à la France et aux Français parce que les temps difficiles sont devant nous. Certes, il faut essayer d'éviter de plonger le pays dans la récession, mais il va aussi falloir faire des économies et pour l'instant, on ne sait pas où. Et c'est bien le problème. Merci à tous d'avoir participé à ce journal. Merci beaucoup. À 22h, Sonia Mabrouk. À suivre sur la chaîne parlementaire Assemblée nationale, le Bondi Bloc Café. Je vous retrouve dès 18h demain. Notre invité dans Preuve par 3 sera Valérie Pécresse. Bonsoir. Depuis l'accident de Fukushima, la question du risque nucléaire a refait surface. En France, le recours massif à la sous-traitance commence à poser problème. On est obligé d'aller vite, quoi. Toujours vite, vite, vite. C'est sans arrêt sous pression, il faut toujours aller vite. Salariés sous pression, sous-payés et aux cadences infernales, la rentabilité prend le pas sur la sécurité. Si demain il arrive un accident nucléaire, on va nous dire que c'est nous, les prestataires, qui sommes responsables. Enquête sur un phénomène et ses conséquences.
Nucléaire, la bombe humaine, ce soir à 22h30 sur Public Sénat.